Alors, il y a quelque chose de fascinant là-dedans, c'est que le terme est absent de la littérature scientifique et de la littérature tout court avant 2013. Et vous voyez, j'ai refait avant-hier la biblio, vous voyez une sorte d'explosion des publications avec un pic il y a 4 ans. Et puis je pense qu'on va arriver à une vitesse de croisière et à une trentaine de publications par an. Est-ce à dire que ce syndrome est apparu en 2013? Non, bien sûr. Mais c'est cela qui probablement est à l'origine d'un certain nombre de malentendus. Alors c'est un syndrome, on va voir donc un syndrome, syndromène, qui court ensemble. C'est un ensemble de signes qui tous résultent d'une même cause, qui s'associe certes fréquemment à des migraines, à un mal des transports, mais rien de tout ça n'est systématique. Alors, le nom du symptôme qui a donné son nom au syndrome, c'est ce qu'on appelle neige visuelle, et Gordon Plant vient d'écrire une petite lettre à l'éditeur, un autre article pour dire qu'en réalité on appelle ça neige, mais on aurait pu appeler ça formication visuelle, parce qu'à une autre époque on aurait vu des œufs de fourmis et non pas de la neige. Alors c'est quoi cette neige visuelle? C'est le fait c'est le fait de voir en permanence ce que les Anglais appellent statique, c'est-à-dire des petits points blancs, non pas brillants mais blancs, qui vont et qui viennent, exactement comme, je pense que la plupart d'entre vous ont connu ça, un écran de télévision déréglé d'autrefois. Et lorsque vous dites ça à un patient qui a connu le temps de la télévision, et souvent il s'écrie, oui, c'est exactement ça. Et donc, vous pouvez aller il y a plein de sites, et régler la vitesse de flickering, donc la vitesse d'apparition et de disparition des points, et la densité de la neige pour décrire précisément ce que vous percevez lorsque vous avez de la neige visuelle. Ça persiste ou ça disparaît à la fermeture des paupières, et c'est là absolument en permanence. C'est un syndrome. Pourquoi? Parce que ce symptôme-là, d'abord, est présent, mais il s'associe à au moins 2 autres signes parmi les 4. Ça, c'est des critères, il peut y en avoir d'autres, mais qu'on utilise le plus souvent. La pélinopsie, donc la présence de post-images, mais de post-images, ce sont des phénomènes physiologiques, on va le voir d'ailleurs, qui sont franchement gênantes au premier plan, et qui adviennent pour des objets pour lesquels on ne perçoit habituellement pas de post-images. La présence de phénomènes antoptiques, je vais définir ça peu après. La présence d'une photophobie. Alors, la grande majorité des patients avec un syndrome de neige visuelle sont photophobes. Et ça, c'est très étonnant tout de même, mais pour beaucoup d'entre eux, la présence d'une héméralopie, donc d'une mauvaise vision nocturne. Le critère C, pas d'éléments en faveur d'une aura migraineuse typique. En réalité, c'est un critère superfétatoire. L'aura migraineuse n'a jamais ces caractéristiques, et puis l'aura migraineuse n'est pas permanente. Donc on est en fait dans un diagnostic différentiel purement formel à mon avis. Beaucoup de ces patients sont migraineux, beaucoup de ces patients ont par ailleurs des auras visuelles, et ils vous disent très bien que ça n'a strictement rien à voir. Et puis enfin, pas d'autres étiologies pouvant expliquer ces symptômes, mais là encore, c'est des symptômes qui, lorsqu'ils sont décrits avec suffisamment de précision, ce qui est le cas de nos patients, ne prêtent guère à confusion. Alors, ça c'est tiré d'une revue très récente. En A, une vision normale. En B, ils sont amusés beaucoup, les auteurs, vous voyez, la neige. En C, les pélinopsies ou post-images. En D, les phénomènes antoptiques. En E, l'héméralopie, et en F, le syndrome maximal, avec l'ensemble de ces phénomènes qui, vous l'imaginez bien, peuvent effectivement gêner le sujet qui en est atteint. Alors, les phénomènes antoptiques, contrairement à la neige visuelle, à ce syndrome de neige visuelle, eux, ont été décrits depuis non pas des lustres, mais des siècles. Von Helmholtz les définissait ainsi. Dans certaines circonstances, la lumière entrant dans l'œil peut rendre visibles certains objets dans l'œil lui-même. Ces observations sont qualifiées d'antoptiques. Antoptique, c'est le contraire d'ectopique.
un organe entoptique, c'est un organe qui est à la place où il est attendu. Et donc, ces phénomènes entoptiques sont des phénomènes physiologiques, puisque nous avons tous la capacité de les observer. Il suffit de prêter attention et éventuellement de se mettre dans des situations particulières. Il faudrait que je fasse des ateliers pratiques pour vous faire observer, pour ceux qui ne les ont pas observés, vos phénomènes entoptiques. C'est absolument fascinant. Ce sont des schémas des corps flottants de von Helmholtz lui-même. On touche là du doigt une des particularités de la neige visuelle, c'est que vous êtes seul capable de décrire vos propres phénomènes entoptiques, de la même manière qu'un sujet est seul capable de décrire ses propres auras visuelles, et que les sujets qui sont atteints de neige visuelle sont les seuls capables de décrire ce qu'ils perçoivent. Le phénomène entoptique du champ bleu, alors la plupart des gens perçoivent leur corps flottant. Ceux qui ne les perçoivent pas attendront quelques années, et puis ça finit toujours par advenir. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais observé leur phénomène entoptique du champ bleu. C'est la perception, je vais vous dire à quoi ça correspond parce que ça va être beaucoup plus simple. C'est la perception en fait du passage des leucocytes dans les vaisseaux rétiniens. Donc on voit toutes sortes de petites cellules translucides qui très très vite se suivent à la queue leu et qui suivent les trajets sinueux de l'arborescence rétinienne. Si vous n'avez jamais observé ce phénomène, eh bien, c'est un jour parfait pour l'observer. Alors, il faut se mettre dans un état de relaxation, enfin de conscience légèrement modifiée si vous n'en avez pas conscience spontanément. Regardez le ciel bleu, vraiment regardez à travers, ne prêtez attention à rien, et vous allez soudain voir toute votre arborescence rétinienne. Alors, n'y prêtez peut-être pas attention trop longtemps, parce que justement, il y a certaines personnes qui le perçoivent trop bien, et puis ça reste ensuite. Et ça fait partie du phénomène du syndrome de neige visuelle. Alors, le diagnostic, une fois, donc c'est un diagnostic d'interrogatoire. C'est très très simple et l'association de ces différents signes eh bien, permet de porter un diagnostic de syndrome de neige visuelle. Est-ce qu'il y a des diagnostics différentiels à éliminer ? Pas vraiment. La plupart des auteurs s'accordent pour dire que par principe on fait un champ visuel automatisé. Personnellement, pour une première consultation, je fais quand même une imagerie multimodale de la rétine, mais je n'ai jamais, et particulièrement chez les patients effectivement qui ont une héméralopie. Mais en fait, cette héméralopie est très fréquente. Elle n'a pas les critères des héméralopies, des dystrophies rétiniennes, puisqu'elle est relativement stable généralement avec le temps. Donc c'est vrai qu'une imagerie multimodale de la rétine avec une imagerie en autofluorescence et une line OCT pour voir la rétine périphérique paraît de bonne guerre. Et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a aucun intérêt à faire une imagerie cérébrale qui est invariablement normale. C'est à peu près tout. Généralement, autrefois, les patients arrivaient avec 3 IRM cérébrales et beaucoup d'anxiété puisque on leur disait d'aller consulter un psychiatre. C'est quelque chose qu'on entend encore, mais quand même beaucoup moins parce que le phénomène est quand même bien connu maintenant des professionnels de la vision. Ça, c'est tiré d'un article de Claire Fraser de l'année dernière sur ce qui pourrait orienter vers un diagnostic différentiel. Un début brutal, je suis absolument pas d'accord. Un âge, je pense que ça peut arriver à tout âge, on l'envoie chez l'enfant comme chez la personne âgée. Alors en revanche, le numéro 3, donc la neige seulement dans une petite portion du champ visuel. Alors ça, oui, ce n'est pas compatible avec le diagnostic de neige visuelle, et c'est probablement pas de la neige, mais plutôt le sujet que nous venons de voir, des photopsies ou un équivalent. Ou seulement dans un œil, c'est pareil. Le fait d'avoir consommé des drogues, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que des gens qui ont de la neige visuelle peuvent aussi avoir consommé des drogues comme des gens qui n'en ont pas. On a pensé qu'il a pu y avoir une association dans certains cas et c'est pas exclu, ça ne remet absolument pas en cause le diagnostic. La persistance de phénomènes positifs lumineux brillants lorsque les yeux sont fermés, effectivement, c'est pas classique, même si la neige peut persister les yeux fermés, mais c'est pas brillant. Et une photophobie ou une héméralopie particulièrement intense. Ensuite, la vision doit être normale, ou en tout cas en rapport avec les autres anomalies qui pourraient être présentes. L'imagerie multimodale de la rétine, normale.
Alors, l'évolution, ça c'est un point très important. On commence à avoir de la littérature scientifique sur le sujet. En fait, avec une étude qui vient d'être commise par nos collègues de maintenant qui sont à Berne et non plus sur la côte ouest. Et en fait, une fois que c'est présent, ça ne disparaît jamais. C'est-à-dire qu'ils ont repris, vous voyez, à 7 ans d'intervalle, une population de 78 patients avec un syndrome de neige visuelle complet. La neige visuelle était présente dans 100% des cas, chez 100% des patients par définition à l'origine, et dans 100% des cas au bout de 7 ans. Ce qui est assez important, c'est qu'on a demandé aux patients de classer leurs symptômes et de nommer le symptôme le plus gênant. Et en fait, ça change beaucoup. Vous voyez que c'est le diagramme du bas. Au début, ils sont plus gênés par la neige elle-même, et plus le temps passe, plus la neige toujours présente devient mieux supportée, et ce sont les palinopsies et les phénomènes entoptiques qui prennent le devant de la gêne. Et ça, c'est vrai que c'est un phénomène, c'est quelque chose d'assez intéressant à observer. Alors, il y a une vraie question, c'est quelle est la prévalence, d'une part, de la neige visuelle, parce qu'elle peut être isolée, et d'autre part, du syndrome de neige visuelle dans la population générale. Et on commence à avoir de la littérature sur le sujet. Alors, c'est intéressant, je ne sais pas si je peux faire, mais généralement, qui perçoit sa neige visuelle dans la salle? Je serais curieux. Voilà, il y a toujours quelques mains qui se lèvent. Et puis, qui perçoit carrément un syndrome de neige visuelle? Souvent, il y a un peu moins de mains qui se lèvent. En fait, c'est assez fréquent. Et je m'en étais rendu compte, moi, bien avant ces publications, parce que j'ai des parents de patients que je suivais depuis des années qui régulièrement me disaient entre deux portes à la fin d'une consultation: ah, au fait, j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est normal? Et ils décrivent un phénomène de neige visuelle qu'ils ont toujours eu, qui ne les a jamais ennuyés. Puis, parce qu'ils voient un ophtalmo pour leur enfant au bout de la 20e fois, ils se disent: tiens, allez, je vais lui poser la question. Alors, dans cette étude sur la population générale au Royaume-Uni, il y avait 2% de la population générale qui présentait un syndrome de neige visuelle. Évidemment, ces 2%-là ne sont pas dans nos consultations. La plupart ne s'en sont jamais souciés. Alors, il y a maintenant des études sur des sujets en population générale pour voir la stabilité de cette neige visuelle. Vous voyez que là, c'est une étude chez des étudiants en première année de psychologie. Alors bon, c'est un biais en soi, mais il y a quand même 8% qui ont un syndrome de neige visuelle, donc on est encore plus que les 2% de la population britannique générale. Je crois que c'est une étude en Australie. Bon, il y a plus de soleil, donc on voit peut-être mieux ces phénomènes entoptiques, je ne sais pas. Et puis il y a 48%, alors là on est très en deçà, allez, c'est faux, mais de ces sujets qui percevaient non pas un syndrome complet, mais de la neige visuelle. Et puis les phénomènes entoptiques, évidemment, là ils sont assez classiques. Alors ça, on aborde quand même la question qui peut-être vous intéresse. C'est Van Dongen et ses collègues qui en 2021 ont adapté le Tinnitus Handicap Inventory, donc une espèce de questionnaire du handicap engendré par les acouphènes. Les patients avec de la neige visuelle sont beaucoup plus susceptibles de des acouphènes que les patients de la population générale. Et ils l'ont adapté à la neige visuelle avec un questionnaire que je vais distribuer à mes patients qui posent tous énormément de questions, en 25 points, avec oui, parfois, non, 0, 2, 4 points, et vous avez un score sur 100. Et je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, en fonction de ce score, vous pouvez apprécier le retentissement de ce syndrome. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir dans cette étude, sur 100 patients avec un syndrome de neige visuelle, vous voyez que les scores vont de 0 à 100. Et vous voyez qu'en fait, ça se répartit énormément. Et donc, les patients qui viennent à nos consultations sont ceux qui sont à l'extrême droite de ce diagramme, avec un score, effectivement, un retentissement très élevé. Il y en a qui n'arrivent plus à faire quoi que ce soit qui soit en lien avec la vision, tellement ce syndrome prend une place importante. De mode physiopathe, parce qu'on a fait quand même pas mal de progrès, et je pense que ça fait partie de la prise en charge que d'expliquer aux patients ce que l'on connaît, des patients qui sont très demandeurs, de la physiopathologie de la neige visuelle. Alors, il y a des études très savantes qui quand même sont de plus en plus nombreuses, que je vais résumer de façon lapidaire.
Il y a chez ces patients une activité rythmique cérébrale dans le cortex visuel avec une hyperexcitabilité, une désorganisation de cette activité par rapport à des populations standards. Il y a une altération des mécanismes de filtration du bruit visuel. En fait, cette histoire de statique, cette histoire de télévision déréglée, mais finalement, ça correspond à ce que, sur le plan physiopathologique, on observe, à savoir, où ce qu'on arrive à supposer, à savoir que c'est un système de filtrage du bruit qui ne se fait plus bien. Les phénomènes entoptiques, eh ben, on les a tous. Mais en fait, ils sont à l'arrière-plan et un filtre qui s'applique qui fait qu'on arrive à ne pas les percevoir, ou en tout cas, lorsqu'on les perçoit, pour ceux qui les perçoivent en permanence, ça ne vient pas gêner nos activités quotidiennes. Ces patients ont une sorte d'hyper-vigilance, d'hyper-sensibilité à ce bruit visuel. Et ça, quand vous leur dites ça, ils sont très contents parce que d'abord, ils peuvent mettre des mots sur ce qu'ils perçoivent et ils perçoivent qu'ils sont dans une forme de supranormalité. C'est un phénomène qu'on connaît bien aussi en électrophysiologie. Donc c'est toujours flatteur de savoir qu'on est supranormal alors qu'on arrive avec beaucoup d'anxiété par rapport à un symptôme qui vous gêne. Donc on parle de dysrythmie thalamocorticale. Et effectivement, bon, je passe, mais il y a énormément d'études électrophysiologiques qui montrent que il y a un fonctionnement cérébral légèrement différent. Alors, ce qui est intéressant là dans cette dernière étude par Thompson et collègues, c'est en fait, la sévérité de la neige visuelle est associée à ce qu'ils appellent une allodynie visuelle. Les neurologues de la salle savent bien ce dont il s'agit, c'est-à-dire que la perception visuelle de certains objets est perçue comme étant douloureuse, désagréable. Avec, vous voyez, une moyenne de score, de score sur 100 qui est dans ces populations assez variable en fonction de est-ce que le syndrome est confirmé, latent, acquis récemment ou là depuis toujours. Alors, la prise en charge, ça sera assez bref parce qu'il n'y a rien de très spécifique à proposer. D'abord, mais malheureusement, ça marchait très bien au début, parce que quand on a décrit le syndrome, les gens arrivaient avec 3 IRM, 4 consultations, on leur avait dit d'aller consulter un psychiatre, alors qu'ils ne se savaient pas particulièrement psychiatriques. Et donc, ils étaient très anxieux qu'on fût passé à côté d'une maladie neurodégénérative ou d'une tumeur cachée. Et donc, ça marchait très très bien parce qu'on voyait beaucoup de patients qui simplement avaient eu des discours un peu originaux. Maintenant que tout le monde connaît le syndrome, n'arrive plus, en tout cas à ma consultation, que des patients chez qui malheureusement cette discussion, ces explications, cette rassurance ne suffisent pas vraiment parce qu'ils ont déjà eu tout ça. Des patients finalement de plus en plus sévères. Alors il y a 4 catégories de traitements qui ont été évaluées. Des filtres thérapeutiques, des traitements médicamenteux, la neuromodulation, les thérapies cognitivo-comportementales. Alors les filtres, bon les FL41 marche pas mal sur la photophobie d'un certain nombre de ces patients. C'est une photophobie un peu particulière puisque c'est une photophobie volontiers aux lumières artificielles, aux lumières la nuit, plus que est très différente de la photophobie qu'on observe dans les syndromes de dysfonction des cônes lorsqu'on creuse un peu. Et ces filtres peuvent les aider. Il y a plusieurs niveaux de filtres. On peut leur conseiller ça. Les traitements pharmacologiques, il y a plein d'études et en fait j'aime bien ce résultat. En bleu, c'est pas d'effet. En violet, c'est amélioration. En vert, c'est aggravation. Donc je crois que c'est même pas la peine de lire les traitements pharmacologiques qui ont pu être employés. Vous voyez qu'il n'y en a aucun qui a montré un intérêt dans la neige visuelle et pourtant tout a été essayé parce que vous savez que nos collègues outre-Atlantique sont extrêmement friands de traitements pharmacologiques pour tout. Et donc, ils ont donné toutes sortes de choses. La seule chose qui marche, c'est qu'effectivement, des patients qui ont un syndrome anxieux généralisé, effectivement, ils ont bien remarqué que plus ils étaient anxieux et fatigués, plus ils étaient gênés par la neige visuelle. Donc, le fait de prendre en charge cette anxiété va améliorer le symptôme. Mais ce n'est pas l'anxiolytique qui traite la neige visuelle, c'est l'anxiolytique qui traite l'anxiété et le fait d'être moins anxieux qui fait qu'ils le vivent mieux. Et donc moi, je suis très clair avec les patients, c'est comme ça que je leur explique. Et effectivement, s'ils ont une anxiété chronique, je les invite à prendre en charge cette anxiété chronique. Il n'y a d'ailleurs pas que les techniques médicamenteuses qui fonctionnent bien.
Il y a eu quelques études sur des méthodes de réhabilitation neuro-optométrique dont on peut peut-être dire deux mots dans la discussion, mais enfin, en fait, ce qui marche bien, c'est les techniques de distraction mentale, de réduction du stress, euh, toutes sortes de techniques de relaxation. Peut-être demain aura-t-on plus de données sur la neuromodulation qui semble quand même avoir un intérêt, mais ces techniques qui sont encore à l'état de recherche euh, et pas validées, même si c'est peut-être un espoir pour certains des plus sévères de ces patients. Voilà, je vous remercie de votre attention.